Alors, si vous voulez bien, je propose que nous reprenions notre deuxième séance de table ronde de l'après-midi pour pouvoir garder à peu près le timing de la journée. Et nous allons partir vers un cas concret. Et nous allons rentrer dans le détail de ce cas concret à travers ce cas exemplaire qu'est la chapelle Notre-Dame de Bénouville à Chicheboville dans le Calvados, qui a reçu par la finesse et la réussite de sa restauration le prix Trévise de 2020. Alors, tout d'abord, je souhaiterais vous présenter les différents intervenants à cette deuxième table ronde. D'abord, comme nous allons véritablement vous donner un petit peu l'idée de ce que sont nos comités d'action, eh bien, effectivement, je vais présenter rapidement l'édifice et ensuite Alexia Monteiller, comme chef de projet pour la sauvegarde de l'art français, va témoigner en fait de son rôle intermédiaire de Missi Dominici en quelque sorte entre finalement le terrain et le comité d'action. Je voudrais ensuite vous présenter André Arruego, qui est maire de Chicheboville, qui a été maire de Chicheboville de 2001 à 2008 et qui est président de l'association pour la sauvegarde de la chapelle de Bénouville. En fait, ensuite, Jean-Charles de Sèze, architecte du patrimoine, qui a été le maître d'œuvre de la restauration de la chapelle de Bénouville. Et puis enfin, Michel d'Auvergne, qui est gérant de la société RTN, taille, façonnage, finition de pierre. Voilà. Alors, et maçonnerie, excusez-moi, monsieur. Bon. Donc, nous commençons par un peu d'historique sur cette église du Calvados, qui est en fait très liée à l'abbaye de Troarn. Cette abbaye de Troarn a été fondée en 990 par le duc Richard Ier de Normandie. Et en fait, l'église de Chicheboville était tout simplement, la chapelle de Bénouville était tout simplement une dépendance, un prieuré dépendant de l'abbaye de Troarn. Son élévation est une élévation telle que vous voyez ici, qui est typique en fait de nos églises rurales, c'est-à-dire que c'est une synthèse si réussie eh bien, de la main de l'homme à travers les siècles. De fondation romane, remontant donc au XIe siècle, elle a gardé de cette époque certaines fenêtres étroites qui ont été, pour certaines d'entre elles, modifiées au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, il y a une... Alors, je vous montre le plan. Le plan est un plan tout à fait classique de cette région de Normandie, c'est-à-dire un grand rectangle qui comprend deux parties, avec une proportion un peu plus grande pour la nef, pour le chœur, et vous voyez comment on rentre dans le chœur par un effet resserré qui permet véritablement de faire comprendre aux fidèles le caractère sacré du chœur. Voilà l'élévation générale de l'édifice qui est de très grande qualité et qui tout de suite, dès l'extérieur, vous donne bien l'idée de cette construction, de cette répartition des deux espaces. Et vous remarquez tout de suite également des éléments forts de ce dispositif architectural que sont la corniche à modillon, que sont les contreforts épaulés de la façade et également la qualité considérable du travail de la pierre de taille, notamment dans le travail de la voussure du portail. Alors, l'église, en partie depuis une vue aérienne qui vous montre la différence des volumes, des détails sur la corniche à modillon, un détail justement sur ce portail particulièrement élégant, roman, avec son tracé plein cintre. La façade, elle, a été reprise plus tardivement, puisque en réalité, on a comme fondation 11e, reprise importante au XIIIe siècle pour tout ce qui est la nef et le clocher, et ensuite, au XVIIe siècle, reprise de la façade occidentale qui est couronnée de ce petit lanternon, alors que, en fait, le clocher, lui, qui était à la jonction entre la nef et le chœur, a disparu. Ici, vue générale de l'intérieur de l'édifice vers le chœur,
comme je vous le disais, donc un espace resserré par une arcade en tiers-point qui fait la jonction entre la nef et le chœur. Vous remarquez tout de suite la qualité de la charpente, les entrées, et puis la litre funéraire qui est en très bel état de conservation et qui est une litre funéraire aux armes de Louis de Fribois. Voilà le volume de la charpente, et puis la vue sur le chœur. Les détails des voûtes sur croisées d'ogives, détails de la litre et la qualité des chapiteaux et de tout le décor sculpté. Je passe la parole maintenant à Alexia. Alors moi, je vais vous dire un mot sur la manière dont on se retrouve avec un si bel édifice dans nos bureaux à Paris à la sauvegarde de l'art français. Alors, en tant que chef de projet, nous sommes en charge de l'instruction des dossiers. Parfois, ils arrivent par le biais de nos correspondants. Parfois, nous sommes directement sollicités. Et on intervient vraiment à des étapes de vie totalement différentes des projets. Certains sont au stade embryonnaire. Donc, on va avoir un maire, une association, un villageois qui nous appelle pour nous signaler un édifice en péril, qui cherche à évaluer la faisabilité d'un projet de restauration et qui a besoin de conseils, d'identifier les bons interlocuteurs, d'être mis en relation avec les hommes et les femmes d'art qui sauront l'accompagner de leur expertise, parce qu'avec toutes les meilleures volontés du monde, on a néanmoins besoin de conseils et des bons conseils pour faire une belle restauration lorsque l'on veut se donner les moyens de restaurer son édifice. Et il y a, à ce moment-là, nous, on a un vrai rôle pédagogique de formation, de transmission de bonnes pratiques et de mise en relation avec le tissu local et les acteurs qui interviennent sur un projet de restauration, l'UDAP en premier lieu, et puis les architectes du patrimoine, la sauvegarde finançant par ailleurs la réalisation des études préalables pour bien s'assurer que les porteurs de projets, les propriétaires d'édifices partent avec dans les meilleures conditions possibles. En ce qui concerne chez Schboville, on est sur un autre cas de figure. Il y a d'autres cas de figure où les projets nous arrivent tout ficelés et parfois on attrape le train en marche. Alors c'est le cas de chez Schboville parce que lorsque nous avons été sollicités en 2011, les travaux avaient démarré depuis 2009 grâce à M. Arrigo qui alors était ancien maire si je ne m'abuse et qui a fondé une association dont qu'il a continué à présider en travaillant main dans la main avec le maire qui lui a succédé. Et s'est entouré d'un architecte du patrimoine, Monsieur De Sèze, à sa gauche, qui l'a accompagné de son expertise et fait appel à des entreprises reconnues pour leur savoir-faire, parmi lesquelles l'entreprise RTN Quellin, représentée à gauche par Monsieur d'Auvergne. Donc, nous avons été sollicités une première fois en 2011. Les travaux avaient démarré depuis 2009. La première tranche avait été réalisée sans nous, parce que nous n'étions pas encore connus à l'époque de l'association. Et nous avons démarré en 2011 par une aide pour la restauration de la toiture. Une restauration de la toiture en tuiles plates, qui faisait appel à du réemploi, selon la déontologie de la sauvegarde de l'art français, qui privilégie la conservation. Et par la suite, le projet a continué avec la restauration des maçonneries que nous avons accompagnées, avec d'autres travaux intérieurs qui n'étaient pas privilégiés par la sauvegarde qui réserve ses aides en priorité aux grosses œuvres. Et nous avons à nouveau été sollicités pour la restauration notamment des contreforts en 2018. C'est un projet pour nous qui est exemplaire parce que la restauration est belle. Incontestablement, elle est belle, elle est d'une grande finesse, mais c'est aussi exemplaire en termes de conduite d'un projet. Lorsqu'on fait mieux avancer un projet, lorsqu'on se serre les coudes, lorsqu'on avance tous dans le même sens. Ici, on a un projet, on a une commune, une restauration avec une synergie efficace, chacun avec ses compétences, sa passion, son expertise, son dévouement, et puis avec les financeurs aussi à côté, doués de leur obole, mais aussi de leurs conseils et de leur vigilance. Et lorsque l'on avance dans le même sens, on aboutit à de belles restaurations. Et c'est ce qui a valu à la commune de Schboville de recevoir le prix Trévise du nom de notre fondateur qui distingue les restaurations architecturales faites selon les règles de l'art. Donc 7 projets avaient été sélectionnés l'année dernière, qui ont concouru ensemble. Et au terme d'une campagne qui a réuni quelques 13 000 votants, la commune de Schboville est arrivée en tête coude à coude avec notre commune dans le Périgord. Et ce sont une dizaine de pays dans le monde, en Roumanie, en Colombie, aux États-Unis, en Angleterre,
en Espagne, en Pologne, on a voté pour Chiche-Beauville. C'est une mobilisation qui dépasse les frontières du Calvados, de la France plus généralement, et c'est pour nous un beau projet, un bel exemple que l'on a envie de montrer. Bonjour à tous. Je vais essayer de faire mon commentaire en revisitant rapidement, parce que le temps imparti est pas très important, et Alexia a préparé un diaporama qui est fort volumineux. Donc, allez-y si vous pouvez repartir un peu plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'issue du mandat 2001-2008, l'association a été fondée en accord avec le nouveau maire de la commune, qui d'ailleurs fait partie de l'association, pour mettre en place la restauration de la chapelle Notre-Dame de Bénouville. Nous avons passé un accord non écrit entre cette municipalité nouvelle et notre association qui consistait à dire la chose suivante. Vous avez beaucoup de choses, vous, à la mairie, à vous occuper. Nous sommes un certain nombre de gens disponibles dans l'association. Nous allons monter tous les dossiers et recherches de financement nous-mêmes. Évidemment, c'est le maire qui contresigne tous les documents. Tout cela passe par le budget municipal, bien sûr, subventions reçues, factures payées, avances de TVA, etc. Et moyennant cela, nous allons donc vous faciliter le travail et envisager la restauration totale de cette chapelle, c'est-à-dire maçonnerie, vitraux, toiture, contreforce, c'est arrivé après, tous les corps de métier là où il y avait besoin de faire quelque chose. Elle n'était pas en ruine, loin de là. Elle était, disons, en mauvais état. Le constat avait été fait par Madame Chevillon, architecte des bâtiments de France, dès 2007, qu'il y avait quand même des travaux à faire. Donc la municipalité, épaulée par l'association, nous tirions tous dans le même sens. Par exemple, avec la Fondation du patrimoine, à chaque fois que nous avons conventionné, et nous sommes depuis une semaine à notre 7e convention, puisque évidemment nous avons des projets pour 2021, les conventions étaient tripartites. Commune, fondation, association. C'était bien la preuve de l'implication de tout le monde pour réussir à mener à bien ce projet. Pour la petite histoire, via la fondation, alors déjà nous avons profité d'un avantage, car en 2009, quand nous avons commencé, au-delà de conventions qui précisaient la collecte de dons défiscalisant les donateurs, à cette époque-là, il y avait encore le 1 pour 1. La fondation, dès lors que nous collections 1 euro, en donnait 1, c'est-à-dire qu'on doublait, mais ça n'a marché qu'avec notre première convention. La fondation a arrêté ce système ensuite. Toutes les conventions que nous avons menées depuis sont des conventions défiscalisantes pour les donateurs. Nous avons fédéré 450 donateurs particuliers et plusieurs mécénats sur l'ensemble du projet. Nous avons collecté, j'ai fait le compte, puisque hier j'ai envoyé mon 70e courrier à la Fondation avec quelques chèques, sur la totalité jusqu'en 2018, où on a fait les contreforts, 60 000 euros, sachant que l'opération initiale a coûté à la commune environ, enfin a coûté en tant que telle environ 200 000 euros, et que grâce à l'action de l'association et au fait qu'on a pu avoir des subventions classiques, ceux qui l'ont fait le connaissent, la DRAC, le département, l'intervention de la fondation, la part communale, éventuellement la communauté de communes, et dans notre cas, ça a été le cas, on a pu retrouver l'ensemble des fonds qui étaient prévus au départ pour les 4 tranches. C'est-à-dire que la commune n'a eu qu'à faire que l'avance de TVA qu'elle récupère, comme chacun sait, à N+1. Donc on a eu une action absolument primordiale pour cette rénovation. Tout cela sur le plan financier.
Sur les travaux eux-mêmes, les slides qui vous ont été projetés donnent un petit peu idée de l'ampleur de ce qu'il y avait à faire. Je m'arrêterai simplement au dallage. Il y a eu deux éléments déclencheurs pour aussi qu'on agisse rapidement, un élément financier et un élément climatique. L'élément financier, c'est qu'en 2004-2006, la commune s'est intéressée et a promu l'installation d'un parc éolien sur la commune. Et Madame Chevillon, alors architecte des Bâtiments de France, n'a signé le permis de construire à l'industriel qu'à la condition que dans les mesures compensatoires, il mette 15 000 € pour la chapelle de Bennoville. Nous avions donc là une première réserve financière qui devait servir le moment venu lorsque nous constituerions l'association et la programmation des travaux. Mais il est arrivé un autre événement, celui-là climatique. C'est qu'en 2007, en raison de forts abats d'eau sur la commune de Chicheboeville, l'eau est entrée dans la chapelle sur 20 cm par la grande porte jusqu'à l'antépendium, jusqu'au pied d'autel. Et lorsque tout ça a séché une semaine après, on s'est retrouvé avec un dallage entièrement effondré. C'est donc par le dallage qu'il a fallu commencer. Mais accessoirement, avant que le programme le démarre, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons utilisé les 15 000 € pour assainir par terrassement tout le pourtour de la chapelle afin que l'eau ne rentre pas à nouveau en cas de nouveaux problèmes similaires. Et au passage, il y a eu assez d'argent pour arracher l'ancienne haie qui était composée d'essence plus ou moins disparate et pas très belle par la plantation de l'actuelle haie de buis que vous pouvez voir sur les photos quand elles apparaissent sur ces photos. Donc on a commencé par le dallage, on a ordonnancé les travaux en 4 tranches comme ça a été publié dans le défilement des slides. Vous avez ici par exemple Monsieur de la Salle qui est en train d'intervenir sur la toiture au-dessus de la nef. Monsieur de la Salle et son père sont intervenus, sachant que le grand-père, Monsieur de la Salle, qui repose à l'ombre de la chapelle maintenant, avait en 1970 avec l'abbé Leclerc découvert la charpente intérieure en carène de Vaisson inversée du XIIIe siècle, en enlevant un plafond plat qui menaçait ruine et qui a été restauré à cette époque. Nous n'avons donc fait de travaux sur la toiture que par l'extérieur, et non pas à l'intérieur. On a parlé tout à l'heure de réemploi. Les tuiles ont été démontées, on a évidemment délaté, relaté, mis une sous-toiture et réemployé ces tuiles. Maintenant, quand vous réemployez, il y a toujours des manques, hein, parce que aussi bon que soit David de la Salle, il y a eu de la casse. Donc on s'est retrouvé avec un trou, si je puis dire, et on a réussi, en fouillant dans différents endroits à droite à gauche, le couvreur a réussi à retrouver un stock de tuiles similaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui recouvre la nef, c'est la même tuile, d'une dimension qui n'existe plus maintenant, qui est probablement du 19e siècle, mais on obtient cette uniformité au niveau du coup d'œil grâce à la chance que nous avons eue de retrouver les mêmes tuiles. Pour ce qui concerne l'autre partie qu'on ne voit pas là, c'est une couverture qui date d'après-guerre de 1947, qui n'est pas très belle, mais on n'a pas eu à y toucher, on n'a pas estimé devoir y toucher. Peut-être qu'un jour, on essaiera d'assortir, il y a toujours quelque chose à faire. Sur les différents travaux de la chapelle, on a touché tous les corps de métier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur d'Auvergne et ses salariés ont appliqué le fameux enduit à la bouteille. C'est un enduit extérieur. Ils ont également fait l'enduit à la chaux intérieure, après piquetage de la totalité de l'intérieur. L'intérieur était enduit après la guerre, la dernière guerre de ciment noir. Il n'y a rien de tel pour retenir l'humidité. Probablement d'ailleurs que le coupable était mon grand-père. Mais bon, paix à son âme. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire à l'époque. Il y a eu donc toutes ces opérations. Les vitraux ont été changés. C'était des vitraux assez obscurs. Ce sont les maîtres verriers rennais que nous avons retenus pour poser ces vitraux, avec la volonté d'éclaircir, de donner beaucoup plus de luminosité à la chapelle,
avec un liseré chaud au sud rouge et un liseré froid au nord bleu. Bon, je ne vais pas tout à fait dans l'ordre, mais je vais m'adapter aux prochaines. Les modillons. Alors les modillons, on a la chance d'avoir 14 modillons romans de chaque côté du chœur, c'est-à-dire 14 au nord, 14 au sud. Bon, ils sont relativement classiques, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce sont des personnages humains, plus ou moins grimaçants, des animaux qu'on a parfois un peu de mal à identifier parce que le temps a érodé certaines oreilles, donc c'est pas toujours évident de voir. Mais il y en a au moins un ou deux qui sont significatifs. Ils avaient d'ailleurs été repérés par Arcis de Caumont quand en 1846 il avait visité la chapelle de Benoville dans le cadre de l'écriture de son histoire monumentale du Calvados. Dans le tome 2, il décrit les modillons. Peut-être celui qui est le plus original, c'est le deuxième, pour moi, en partant de la gauche, c'est-à-dire entre l'enfant nu en retournement et l'animal, c'est la main qui joue du psalterion. Si on voyait un peu mieux, on voit une main qui joue, qui applique sur un psalterion qui est l'ancêtre de la harpe, qui semble jouer de la musique. Donc c'est assez original. Sur l'autre face, côté nord, il y a quelques modillons qui indiquent que nous sommes à proximité des coteaux d'Argence qui étaient au Moyen-Âge couverts de vignes. C'est-à-dire qu'on a un tonneau, une cruche qui verse du vin par référence à cette époque où les moines de l'abbaye de Troarn, comme vous l'avez dit, avaient cultivé la vigne pour le vin de messe, entre autres. Et c'est ce vin que Henri Ier, roi de France, a bu le 10 août 1047, quand il est venu épauler Guillaume le Bâtard, qui est devenu plus tard Guillaume le Conquérant, pour la célèbre bataille du Valais-Dune, qui est à 1 kilomètre de la chapelle, là où le Bâtard a vaincu les barons rebelles et où il est devenu duc de Normandie. Et j'ai coutume de dire, quand je fais visiter, si cette bataille n'avait pas eu lieu chez nous, le 10 août 1047, jour de la Saint-Laurent, il n'aurait jamais été duc de Normandie. Par conséquent, il n'aurait jamais fait Hastings. Et par conséquent, il n'aurait jamais été roi d'Angleterre. Et par conséquent, la face du monde en eût été changée. Voilà. Mais c'est aussi la seule fois que un roi de France, en l'occurrence Henri Ier, qui était venu donner un coup de main à son vassal Guillaume, est venu sur la commune de Chichebeville. La chapelle est située sur le hameau de Bénoville, commune historique de Chichebeville, qui depuis 2017 est devenue commune nouvelle à Moult Chichebeville. Il faut savoir que le hameau de Bénoville est composé historiquement sur son territoire aux 2/3 de l'ex-commune de Chichebeville et pour 1/3 de l'ex-commune de Moult, ce qui a toujours fait un lien entre les deux communes et qui explique bien la fusion sous forme de commune nouvelle qui a eu lieu en 2017. Mais la problématique actuelle par rapport aux édifices religieux, c'est que sur les 3 églises, puisque nous avons 2 églises à Chichebeville, la chapelle et l'église de Chichebeville même, et l'église Sainte-Anne de Moult, qui est ravagée par la mérule depuis 2017, la chapelle de Benoville est le seul édifice en capacité de servir au culte. Et ça me fait penser, vous resterez là, mais ça me fait penser à notre préoccupation initiale. Lorsque nous avons mené ce projet, il était absolument évident que le premier maintien, c'était celui du culte, dans le respect de l'affectataire. Ce n'était pas un problème. Il y a suffisamment de pratiquants catholiques au sein de l'association pour assurer cette chose. Et surtout, la faire vivre, puisque malheureusement, on vit une période de décroissance de la pratique religieuse, la faire vivre au niveau culturel. Les dernières statistiques dont nous disposons, puisqu'on sort du Covid, c'est 2019. En 2019, cette chapelle a accueilli 6 concerts, 350 spectateurs. Elle a accueilli 150 visites à la commande. Elle a accueilli une centaine de personnes aux Journées européennes du patrimoine, dont notamment les élèves qui, à cette occasion, ont cassé la cloche, qu'on a dû réparer depuis. Et nous participons à tout ce qui existe sur le Calvados, et notamment à Pierre en Lumière,
qui a lieu habituellement en mai. C'est une collaboration département du Calvados et Fondation du patrimoine. Nous avons fait l'acquisition de projecteurs couleurs défilants et à chaque Pierre en Lumière, qui cette année encore a été reporté malheureusement, nous faisons un concert et une mise en lumière, 1 ou 2 nuits. Il faut que j'aille vite. Alors juste pour dire que nous venons de changer d'évêque. Donc, mettez la précédente, s'il vous plaît. Nous venons de changer d'évêque. Monseigneur Boulanger est parti en retraite. Monseigneur Habert, ex-évêque de C, est venu chez nous et il a voulu faire sa visite paroissiale sur la paroisse Saint-Martin-des-Marais, où il est venu donc visiter le Père Albert, notre curé. Il a voulu faire son passage en la chapelle de Benoîtville avec les jeunes. Voilà l'image qui a été prise il y a quelques semaines. L'autre image qui suivait après, ça c'est sympathique, c'est celle du 8 septembre, quand vous êtes venus nous voir, pour nous remettre le chèque en tant que gagnant du prix Trévise 2020, gagné de haute lutte par les votes de différents votants, mais notamment une mobilisation générale, et c'est à souligner, des habitants de la commune de Chicheboville, alors que cette commune un renouvellement de population, d'une population nouvelle, donc qui ne connaît pas véritablement l'histoire du village, à 70% maintenant, et que les vieilles familles dont je fais partie sont ultra minoritaires dans le paysage. Mais au moins, on a eu un soutien, et si j'en juge par les visites qui sont demandées régulièrement, eh bien, le caractère sacré du lieu permet quand même aux gens d'avoir une pause même s'ils ne pratiquent pas. Je répondrai aux questions peut-être par rapport à d'autres sujets que je n'ai pas abordés. Ce qui est extraordinaire quand on vous entend, c'est qu'on se demande quel est des deux, quel est le monument, si c'est la chapelle ou si c'est vous. Tellement vous semblez habité par votre édifice et par l'enthousiasme qui, grâce à lui, a permis de réaliser ces ouvrages. Plein d'admiration. Merci. On va passer la parole à l'architecte. Je vais vous dire, cette chapelle, je suis né à côté. J'y ai servi quelques dizaines de messes. J'ai assisté aux vêpres régulièrement, puisque c'est là qu'avaient lieu les vêpres, et non pas à Chicheboville. Et sans compter le nombre de mariages, d'enterrements que malheureusement nous ne pouvons plus faire. Enfin, je parle des mariages. Demain, j'ouvrirai pour un enterrement, par exemple. Mais par chance, en 2019, nous avons pu avoir un baptême. Donc elle vit, non seulement culturellement, mais c'est primordial, elle vit cultuellement. Merci, monsieur le maire et président de l'association. On ne sait pas lequel il faut citer en premier. Je passe la parole à l'architecte du patrimoine qui va nous dire l'aventure qu'il a connue au cours de cette restauration. Est-ce que vous pouvez repasser 2 photos avant, s'il vous plaît? Celle-là. Bon, avant de reprendre la parole plus complète, je voulais simplement signaler sur cette photo un détail intéressant. Vous voyez 2 ronds noirs dans la première travée du chœur, à côté de... Et en fait, il y en a 4. Il y en a 2 sur ce côté-là et il y en a 2 sur la travée suivante. Et en fait, ce sont des vases acoustiques pour qu'on puisse bien entendre le prêtre quand il est dans le chœur. C'est quand même une des particularités des pots de résonance qui sont posés. Bon. La personne que vous voyez en train de réparer la cloche, trésorier de l'association. Et il est ici dans la salle. Même réparer la cloche en les travaux. Monsieur Bouyx, ici dans la salle. Pour bien situer la valeur ajoutée de l'intervention particulière de l'architecte du patrimoine vis-à-vis de cette réalisation exemplaire, au sein d'une équipe d'intervenants remarquable, soudée, passionnée et vivifiante, il faut bien voir que tout ceci s'est fait dans un climat de confiance réciproque et ce qui me semble indispensable, de confiance technique, esthétique, et qui lui ont témoigné tout au long du parcours d'élaboration de ce projet,
aujourd'hui, ce dont je les remercie, Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier. Cet rappel de confiance réciproque est d'autant plus importante qu'il a permis fructueusement d'envisager, partager, parfaire, trouver et arrêter ensemble, sans a priori, les différents choix et les meilleures parties de restauration et de rénovation sur plus de 10 ans. Mon rôle particulier, quand j'ai été désigné, ça a été de commencer par faire un diagnostic de l'état des lieux, bien qu'il y ait eu beaucoup de choses faites antérieurement. D'abord, un rappel des archives, une recherche des différentes archives documentaires mises à la disposition de l'architecte de ces bâtiments qui fut inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dès 1932. Puis, à partir de ces éléments, de pratiquer un relevé architectural de l'édifice par l'équipe d'architectes. Je signale ce petit point parce que on fait ce qui est nécessaire, dans la plupart des cas, qui est bien nécessaire et bien utile, un relevé par point, maintenant, des édifices avec des géomètres, mais en fait, ça ne reflète pas en particulier la sensibilité de l'édifice, car un relevé architectural fait par l'architecte consiste à dresser plan, coupe et élévation de l'ensemble, mais aussi à s'imbiber in situ des différentes spécificités matérielles et historiques, archéologiques, artistiques et spirituelles de la chapelle. C'est-à-dire, c'est une prise de connaissance de la chapelle à travers ce tour de relevé général de l'édifice. Donc, à partir de ce relevé et de ces études de recherche historique de l'édifice qui montrent les parties propres du XIIe, les remords du début du XIIe, peut-être fait concomitamment de transformer l'arc de chœur en arc tiers-point, dont on voit le démarrage en plein cintre et qui continue en pointe, de voir les fenêtres de la nef qui sont rondes en intérieur et qui sont aussi tiers-point en extérieur. Enfin, tous ces éléments-là d'évolution de l'édifice, de voir que finalement la nef est un peu plus ancienne que le chœur, mais à quelques années près, ceci étant parce que la nef relève du conseil de fabrique et que le chœur relève du seigneur et du clergé. Tout ça, ça permet d'avoir une bonne connaissance de l'édifice. Bon, ensuite, le rôle spécifique au sein de l'équipe collégiale fut premièrement d'établir ce diagnostic et de décrire et d'expliquer les modes de construction de l'édifice. Donc, c'est un édifice en pierre de Caen, construit en moellon, sur des fondations peu profondes, dont le sol stable en partie inférieure est constitué de sable, sur des assises de sable bien constituées. On a pu constater qu'il y avait quelques désordres, mais qui étaient anciens, qui étaient des désordres d'entretien, que l'état de l'église au niveau matériel était bon. Donc on a pu détecter, analyser les différentes pathologies et désordres, de proposer des solutions d'intervention pour y remédier, suivant des processus compatibles avec la nature de l'édifice et en cohérence avec son authenticité patrimoniale. Et enfin, de les estimer financièrement et d'y joindre un planning optimal de réalisation qui a commencé par, évidemment, la restauration du sol même intérieur de l'église. Les travaux extérieurs, après avoir constaté la pérennité de la stabilité de l'édifice et voir qu'aucune fissure critique n'était détectée, après s'être assuré que les fondations étaient bonnes, les travaux extérieurs ont consisté à assurer des interventions de restauration sur un bâtiment depuis longtemps vétuste. Suppression des joints ciment, on en a parlé, c'est quelque chose d'assez classique, qui empêche la pierre de respirer et qui amène la création de micro-organismes qui la détériorent, et en plus une transhumance de l'humidité par la pierre et non plus par les joints.
la nécessité de réaliser des coulis de chaux dans le corps des murs et plus tard des contreforts creux, le regarnissage des joints manquants ou des camatés à la chaux aérienne, la reprise des pierres éclatées ou disparues en soubassement au niveau des surmonts. Concernant les reprises de pierre, le choix de la pierre de Caen s'imposait évidemment, puisque en fait c'est construit en pierre de Caen et on en trouve encore une carrière dans les environs de Caen. Et c'est la carrière de Sainteau. Voilà, donc la nature et l'épiderme est semblable à celle utilisée à l'époque. En ce qui concerne les mortiers, l'usage de la chaux aérienne a été évidemment systématiquement promu, mélangé avec des sables de pays, on en parlait aussi tout à l'heure, et ce qui a permis de retrouver les teintes et l'extracture d'origine, se mariant avec les parties conservées, car on a conservé une partie des enduits, tout ce qui a pu être conservé d'enduits anciens a été conservé. Quoiqu'en soubassement, un mortier légèrement plus résistant, avec l'addition de chaux naturelles hydrauliques, fut également nécessaire à utiliser. Tu as soulevé le point tout à l'heure. Quant au choix de l'aspect final du ravalement, nous avions le choix entre un enduit de mortier à fleur de pierre, bien sûr, un enduit couvrant lissé ou légèrement gratté, bon, chacun ayant l'avantage et son inconvénient, et un enduit plus original dit à la bouteille. Et évidemment, ça a posé question, puisqu'on en avait déjà sur l'édifice, et on a voulu voir si c'était quelque chose de local, uniquement la fantaisie d'un maçon sur place, ou s'il y en avait d'autres. Et en fait, on a pu en voir à quelques kilomètres à la ronde, même assez loin, entre autres à Héran, sur un bâtiment de ferme, à l'église de Mésidon-Canon, et aussi sur la chapelle Sainte-Anne d'Ailly, qui est nettement plus loin, entre Falaise et Saint-Pierre-sur-Dive, qui est une superbe chapelle classée, une petite chapelle classée dédiée à Sainte-Anne. Donc l'équipe de restauration, sous mes conseils, a choisi cette solution et on a pu, avec l'entreprise RTN, réaliser ces enduits. Ces enduits, pour moi, dataient sans doute de la fin du XVIIIe, car il y a eu d'importants travaux faits en 1792, curieusement, juste avant, où c'est à cette époque-là qu'a été démonté le clocher bois central, dont on voit les traces dans la charpente, dans le haut de la charpente de la nef. On le voyait sur une photo tout à l'heure. La voûte à chevron portant ferme de l'ensemble de la nef s'arrête à quelques mètres de l'arc diaphragme du chœur. Et c'est à ce moment-là qu'a été construit le clocher peigne situé à l'entrée de l'église et que la porte a été modifiée avec un fronton classique. Donc, ce qui est intéressant, cet enduit-là, évidemment, on s'est posé des questions sur sa pertinence. En fait, il est bien écrasé. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé des enduits qui étaient au clou, où une des préoccupations générales de ces enduits, c'est de savoir comment les faire tenir sur leur support. Donc, souvent, on a des enduits au clou, on a des enduits... Et là, en fait, en tassant un peu le rouleau, l'enduit, on lui permet d'avoir une bonne attache. Et en même temps, la laitance restant en surface, on a une bonne étanchéité qui se fait au niveau de cet enduit. Bon, c'est un cas particulier.
Ensuite, il a fallu évidemment renforcer l'âme des murs, les coulis. Enfin, ça, ce sont l'ensemble des travaux extérieurs de maçonnerie. En couverture, on vous en a parlé tout à l'heure. L'option, après avoir analysé quelques éléments de charpente qui étaient déjà restaurés, déjà en bon état, on a pu voir qu'il n'y avait pas de coyaux, donc on a refait. Il fallait refaire les liaisons des surmonts qui se trouvent sur la périphérie des tympans de l'église. Et on a trouvé des tuiles de récupération pour pouvoir restaurer cette couverture avec l'ensemble des tuiles antérieures de l'église, plus des apports faits par, comme on disait tout à l'heure, par un artisan local qui familialement travaillait sur l'église depuis des générations. Voilà. En ce qui concerne les travaux intérieurs, évidemment, les travaux intérieurs, on s'est aussi posé un certain nombre de questions. Donc, pour le sol, autrefois, ce sol était fait en croûte de pierre de Caen, de la pierre de Fleury sur Orne, qui s'appelait l'Allemagne à l'époque, et dont le nom a été changé après la guerre de 14. Et donc, on a pu avoir un complément de pierre nécessaire pour pouvoir refaire le sol. Les quelques ossements qui ont été trouvés à l'intérieur ont été rassemblés et mis sous une pierre où vous avez pu voir une croix tout à l'heure qui a permis de les rassembler. Tant qu'à la technique, on n'a pas mis de polyane dans le sol, mais on a fait un hérisson vraiment drainant avec des drains périphériques de reprise des eaux pour éviter que toutes les eaux voilà, donc bien drainé. Ensuite, on a mis un géotextile dessus. Après, une couche de sable dans laquelle on a pu mettre les câbles électriques, enfin les gaines électriques de répartition. Au-dessus, on a fait un béton. On a fait un béton de chaux et on a pu reposer ces dalles qui sont des croûtes, donc ce n'est pas des dalles de 2 cm, c'est des dalles avec toute la partie intérieure tout à fait irrégulière, reposée à même le sol. Au niveau des enduits là, intérieurs, c'était une opération assez délicate parce que on a découvert des fresques, des restes de peinture murale à différents endroits. Entre autres, on voit dans la partie haute des traces de fausses pierres de taille avec des joints rouges qui datent d'un faux appareillage de pierre qui est typique du XIIIe. Et à mi-hauteur, au niveau on avait une superbe litre dont on a pu voir que certaines parties étaient à la naissance de la nef du côté de l'entrée étaient antérieures à la Révolution et dont sans doute l'ensemble restant a été fait dans les années 1839, exactement. Bon, donc on a bien là, avec le bandeau intermédiaire. Ces bandeaux intermédiaires ont 2 avantages. Extérieurement, ils peuvent renvoyer l'eau, mais aussi ils permettent d'éviter que les rongeurs montent dans les charpentes. C'est-à-dire qu'à un moment, on le retrouve ça aussi sur les pigeonniers, à un moment le rongeur est en bascule et est rejeté dehors. Bon, je ne parle pas de la charpente. Alors ensuite, effectivement, l'association, elle, a continué un parcours intéressant puisque on a là où étaient les chapelles, les chapelles latérales qui ont disparu dans les années 60. Du fait, alors ça, moi je pense que c'est important, une petite aparté, c'est que au sujet de l'affectataire, c'est-à-dire le clergé affectataire, à la fois il a tendance aujourd'hui à être ignoré, mais il faut savoir aussi qu'à une époque il était tout puissant et que au moment de la réforme liturgique des années 60, l'affectataire s'est estimé le droit de modifier
à sa convenance les distributions intérieures, c'est-à-dire souvent détruire l'autel de chœur, rajouter un petit autel devant, mais en ayant détruit l'autre, de détruire les chapelles latérales, de vendre le mobilier d'église, et j'en passe. En réalité, le mobilier, comme les murs, appartiennent à la commune, et l'affectataire n'a absolument aucun droit, si ce n'est de disposer du matériel, de s'en séparer, de le vendre ou de le détruire. Je pense que c'est important, ce point-là. Merci. Est-ce que vous pouvez conclure? Bon, alors, je conclurai en disant que l'association, ce qui a été remarquable dans cette affaire, c'est que l'association s'en est pas du tout arrêtée là. C'est-à-dire que, outre d'avoir fait ressortir cette superbe charpente, ou d'avoir refait tous les enduits, outre d'avoir repris les extérieurs comme il fallait, et les différents points qui ont été abordés par le président, ils ont continué en restaurant les objets mobiliers et en restaurant le tableau du rétable, du grand rétable, en refaisant l'antépédium, en remettant les pierres des piscines latérales et puis de celles qui avaient été dégagées dans les murs, en restaurant la bannière des années 1850, en refaisant l'électricité, le chauffage, les éclairages extérieurs, enfin voilà, toute la dynamique a continué autour de l'église, ce qui est tout à fait remarquable, et puis après toute l'animation qui a pu en être faite. Donc voilà, moi, je ne sais pas si vous avez bien compris quel est le rôle de l'architecte dans le processus global de cette équipe, mais c'est aussi un rôle d'animateur et de conseil sur lequel il est un peu référent quand l'équipe se pose des questions, ou alors de corriger éventuellement certaines orientations qui ne vont pas tout à fait dans le sens du patrimoine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur d'Auvergne, en le remerciant d'avance de l'efficacité de son témoignage. Alors, en fait, allons-y directement au but. Alors, ces enduits à la bouteille, je ne vais pas vous demander d'abord de quelle bouteille il s'agit, mais comment est-ce que vous avez trouvé ça, d'une part? Je voudrais vous demander comment les choses sont parties, quelle responsabilité vous avez pris de garder certains enduits, et puis alors autre chose aussi, on voit bien qu'avec vos enduits à la bouteille, vous avez rejoint des îlots de résistance de certains enduits encore en place, mais c'est pas droit, et pourtant ça se rejoint. Alors, comment est-ce que vous faites pour faire droit qui n'est pas droit, et comment est-ce que vous avez réussi enfin à faire cet enduit aussi vivant et convaincant? L'enduit, il est fait de manière, je dirais, entre guillemets, assez simple. D'abord, il faut un enduit avec un matériau du sable assez fin pour pouvoir le tirer facilement. Donc, c'est un enduit qui est fait, habituellement, on met plutôt, je dirais, 2 tiers de sable, 1 tiers de chaux ou un peu plus. Et là, on arrive à mettre peut-être 40% de chaux pour que l'enduit soit très gras et qu'on puisse le lisser relativement facilement. Donc la difficulté, là, c'est de trouver un sable suffisamment fin et résistant. Donc on fait ça à la chaux aérienne. On fait d'abord un enduit légèrement épais, lissé. Et le gars, avec une bouteille, l'ouvrier, tire sans aucune règle, rien du tout, tire ses ondulations directement, sans guide, sans rien, quoi. Ce qui explique que c'est pas complètement droit, c'est légèrement ondulant. Comme étaient d'ailleurs les enduits anciens, puisque c'était fait très souvent par des ouvriers un peu paysans qui avaient pris une technique très importante. Donc la difficulté ici, c'était d'avoir à la fois d'obtenir la même couleur ou à plus près possible de l'enduit ancien. Tel que vous le voyez là, c'est un enduit qui est frais, donc il n'était pas sec, donc il a blanchi après. Donc c'est un enduit qui est fait exclusivement avec des sables colorés et de la chaux aérienne. C'est des sables qui viennent en particulier de l'Orne, parce qu'on a des sables colorés fins et qui ont de la couleur, donc qui donnent une jolie couleur. Il n'y a aucun colorant dedans, c'est entièrement des
des matériaux naturels et des matériaux régionaux, je dirais. Mais enfin, il a fallu quand même faire la démonstration pour convaincre l'architecte, convaincre le maître d'ouvrage que ces enduits, c'était une solution sur laquelle vous pouviez tous engager une responsabilité. Comment ça s'est passé? Alors, tous ces enduits, ils sont complètement hors garantie décennale et ça, c'est complètement fou. Ça correspond à aucun DTU. C'est vraiment des. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut prendre le risque. Hein, donc on les fait au mieux, on copie au mieux ce qui existait. Et aucun de nos enduits pratiquement en restauration ne correspondent à des DTU, puisqu'ils sont déformés, et on met de la chaux, on a des dosages qui sont pas, je dirais, moins durs que ce qu'ils préconisent actuellement. Donc c'est complètement hors norme. Vous dites que vous n'avez pas le choix, mais si, justement, vous aviez le choix soit de faire ça, soit de faire du classique, protégé par les DTU qui vous mettaient... C'est un choix, effectivement. Donc, oui, on était d'accord, mais les assurances, c'est un autre problème. Mais on essaie de les faire bien, de les faire durablement. Si vous respectez, le plus embêtant là-dedans, c'est l'hiver, quoi. C'est la période à laquelle on les fait. Si on arrive à les faire à une période à peu près correcte, ils ont le temps de sécher, on a très peu de problèmes. Si on les fait à une mauvaise période, c'est là que les problèmes arrivent. Puisqu'il faut savoir que tant que la chaux n'a pas fait sa prise, c'est très gélif, quoi. Et alors, résultat, au bout de combien de temps vous avez pu voir, qu'est-ce que vous avez comme recul sur cette opération? Ça a été fait il y a combien de temps? Ah bien, les premiers enduits ont été faits, je dirais, 15... oui, plus que ça, les premiers, ils doivent avoir, ils ont 13 ou 14 ans peut-être. Et les derniers ont été faits il y a, je dirais, 5-6 ans. Donc on a un peu de recul. Le problème aussi sur ces enduits, c'est les remontées capillaires, les sels, qui dégradent rapidement. Donc on a eu une partie d'ailleurs sur le pignon, en partie basse qu'on a refait, parce que des sels, il y avait beaucoup de sels, donc on a extrait les sels et on les a refait, ceux-là. Mais oui, c'est une partie. Il y a une partie fait à la bouteille, mais donc si on les fait à la bonne période, si on les fait correctement, on n'a pas trop de problèmes. En fait, ce qu'on est en train de découvrir, là, tous les trois, vous êtes en train de nous démontrer que vous avez fait une équipe absolument remarquable, totalement convaincue vers un seul objectif, c'était de servir et d'être honnête vis-à-vis de cette chapelle, sans vous poser d'autres questions. Et c'est ça le résultat auquel vous êtes arrivé et qui vous a valu le prix Trévise. Alors, j'ai envie... Excuse-moi, on a voulu ne pas s'asseoir sur les DTU, mais en fait s'asseoir sur une autre notion, mais qui est subjective, c'est les règles de l'art. Et en fait, cette notion de règles de l'art, elle est complètement oubliée des DTU, et les artisans la connaissent encore, certaines entreprises la connaissent, et c'est vrai qu'à un moment, il faut prendre un choix en disant ça tient, mais c'est pas passé par le DTU. Je pense que c'est un point extrêmement important. Il apparaît très clairement que l'application des DTU est une chose relativement banale. Au fond, on donne telle recette pour tel résultat. En fait, ce qu'il faut viser, c'est pas la recette, c'est le résultat. Il y a peut-être d'autres recettes ou d'autres solutions pour arriver au résultat. Et la notion de règle de l'art, c'est une notion qui surmonte tout ce qui est DTU ou autre du point de vue juridique et qui permet à ce moment-là à n'importe quel artisan, architecte, maître d'ouvrage de s'engager, d'engager la responsabilité, de sorte à pouvoir être couvert ensuite par le droit en quelque sorte. C'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il va falloir davantage cultiver, mais je pense que c'était le mot effectivement qu'il fallait prononcer. Oui, il faut dire également qu'en monument historique, dans toutes les restaurations qu'on peut faire, on utilise beaucoup de chaux grasses, et ça aussi, les assureurs, ils aiment pas beaucoup, quoi. C'est en dehors de toute norme, et
encore plus si vous faites votre propre chaux grasse, vous avez votre fosse à chaux grasse, c'est encore pire que ça, parce que s'il y a le moins de problème, il dit de toute façon ça vient de votre chaux, elle n'est pas normalisée, elle n'est pas bonne. Et pour finir, je voudrais juste finir de dire 2 mots, c'est qu'on a de plus en plus de problèmes, c'est pour les sables. Les carrières ferment toutes les unes derrière les autres. Il y avait une carrière très très intéressante dans l'Orne, qui était la carrière de Bizou, elle vient de fermer. Il y en a une petite à côté, mais il y a moins de choix. Et tout ça, ça se restreint. Par exemple, dans le Calvados, il n'y a plus une carrière de sable intéressante pour faire des beaux enduits, comme vous avez vu là. C'est des sables qui n'ont pas de couleur, qui n'ont rien du tout. C'est dramatique. Donc, le jour où tout ça, on n'intéresse pas du tout les gens parce qu'on achète des petites quantités, et le jour où on n'aura plus les bons matériaux, ça sera catastrophique. Et alors, personnellement, je voulais vous demander, l'artisan qui a procédé à l'enduit à la bouteille, en fait, est-ce que vous avez eu d'autres églises où vous avez fait la même, vous êtes intervenu sur le même type d'enduit, et lui-même, quel était son ressenti parce que c'était, je pense, la première fois qu'il le pratiquait. Oui, c'est mon salarié. Mais oui, bien ça sûr, les intéresse beaucoup parce que c'est un enduit qu'on fait quasiment jamais. Il y en a quand même encore très très peu. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ou qu'on a fait très peu souvent. Et on fait toujours des échantillons avant pour avoir à la fois la couleur. On fait un petit essai à côté. Et quand on a le bon résultat, eh bien, on y va. Et on montre notre travail à l'architecte, au maître d'œuvre. Non, mais ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que votre salarié, justement, a pris toute la mesure personnellement du caractère tout à fait exceptionnel de... Bien sûr, oui, voilà, complètement. exactement. Et puis dans nos équipes, on a des gens qui sont beaucoup plus, on a des terres de pierre, on a des maçons qui sont certains beaucoup plus attentifs et fins au niveau de la réalisation. Donc on essaie, quand on a un ouvrage un peu spécifique, de mettre les meilleurs, nos gars les plus prêts à faire un travail intéressant. Parce que je pense qu'il est l'unique poseur d'enduit à la bouteille en France, non? C'est pas impossible. Voilà. C'est pas impossible. Mais j'ai ce gars-là. Mais j'ai quand même pas mal de gars dans mon entreprise qui sont vraiment très... Moi, j'ai toujours porté beaucoup de soins aux enduits, aux joints, etc. Donc, on a quand même des gens, j'ai plusieurs personnes qui seraient capables de faire un enduit comme ça. Merci infiniment. Je pense qu'il est temps maintenant de proposer à la salle de poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez là un exemple tout à fait remarquable et des interlocuteurs tout à fait étonnants. Donc, je vous en prie, allez-y. Une question. Oui, question sur l'enduit à la bouteille. Est-ce que, parce que c'est quand même, je trouve ça extraordinaire, il y a une raison technique qui explique le choix de cette forme. Il y a une raison, c'est jet d'eau, On ne sait pas trop. Il y a certainement un côté esthétique, une autre au niveau technique, resserrer un peu l'enduit un peu plus pour le faire adhérer un peu mieux. Mais il y avait plusieurs choses en Normandie. Il y avait ces enduits-là, bon, c'est assez rare. Mais vous avez dans l'Orne et dans le Calvados beaucoup d'enduits qu'on appelle à la planche à clous, donc avec des motifs. C'est pareil. Non, mais parce que là, il y a de la rétention d'eau possible. Mais c'est ça, la caractéristique technique à laquelle je fais. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Dans ces enduits-là, non, parce que vous avez l'eau est évacuée directement, quoi. C'est légèrement pentu. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, et on fait des enduits. Je vous dis quand même plus de chaud que dans les enduits, je dirais entre guillemets normaux. Donc quand vous les serrez comme ça, la laitance remonte et ça fait une couche, si vous voulez, protectrice plus dure. Et lorsque la chaux carbonatée elle est plus dure, ça dure très longtemps. Ce qui est le plus embêtant, ce qui les attaque le plus, je vous dis, c'est les sels. Oui, petite question. Sur les enduits encore, 2 questions techniques. Premièrement, lorsque vous avez fait le dosage chaud-sable, est-ce que vous êtes inspiré par une analyse ou autre évaluation du dosage d'origine? Premier point.
Alors là, sur ce chantier-là, il n'y a pas eu d'études spécifiques, mais ce qu'on fait, c'est que je vous dis, il y avait l'avantage d'avoir encore des parties qui existaient. Donc on fait des dosages, on essaye, on fait des petits essais à côté, on laisse sécher. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut un peu de temps parce qu'il faut au moins 2-3 semaines pour que l'enduit ait sa couleur normale, puisque quand vous l'appliquez, il est beaucoup plus foncé. Donc pendant 1 mois, des fois 2 mois, 3 mois s'il faut, on fait des essais et jusqu'à ce qu'on ait un résultat satisfaisant et qui ressemble au mortier d'origine. Dans le cas particulier, on n'a pas fait d'études spéciales, mais lorsqu'on a un doute sur la nature ou la qualité de l'enduit, j'ai un bureau d'études dans la personne de Monsieur Foch qui vient faire des relevés et on fait faire des analyses spécifiques des enduits. D'accord. Et deuxième petite question, la projection des nouveaux enduits, vous l'avez fait à la truelle traditionnellement ou à la machine? Nous, on ne fait aucun enduit à la machine, on fait tout à la main. Donc tous ces enduits ont été floqués à la non, ça pourrait être... De toute façon, nos enduits en général, là c'est un peu plus fin, mais passent pas à la machine parce qu'il y a du grain, et si vous voulez un résultat moins régulier sur une chapelle romane comme ça, il faut que ce soit quand même assez irrégulier. On le fait à la main. Et de même qu'à l'intérieur, les enduits qu'on fait, les enduits lissés, on les lisse à la langue de chat en mettant bien souvent du sel d'Alain dans l'enduit pour qu'il soit légèrement plus lisse. On met un peu de savon dans le mortier. On trempe la truelle dans de l'eau savonneuse pour le lisser, ce qui fait que en surface, vous avez une partie glacée. Voilà, il y a plein d'astuces, si vous voulez, pour réaliser des enduits. Et c'est ce qui est le plus dur à réaliser pour un maçon. Les beaux enduits, il faut vraiment de la main-d'œuvre très, très qualifiée. Oui, je trouve ça très intéressant parce que c'est presque de l'archéologie expérimentale ce que vous faites. J'avais simplement une petite question sur le type de qualité de chaux que vous employez en chaux aérienne. Alors dans les chaux, ça dépend des chantiers. On utilise ça nous arrive d'utiliser de la chaux grasse pure, de la chaux aérienne, soit de la batidole, soit on utilise beaucoup pour l'extérieur maintenant quand même, pour des enduits ou pour des joints en mode, de la Tradical, surtout quand on fait ça l'hiver, parce qu'on utilise la Tradical 80, qui est une chaux très très blanche, parce qu'il y a des chaux qui sont légèrement grises. Quand vous mettez du sable dedans, vous n'avez pas une belle couleur. La couleur est mangée, je dirais, par la chaux. Donc on utilise des chaux très très blanches. Et l'hiver, par exemple, on utilise la Tradical 80 qui comporte 15% de chaux hydraulique dedans. Donc, ou alors on utilise la batidole, on utilise des chaux, ça dépend de la période, de plein de choses. Et en tout cas, pour les enduits lissés intérieurs, on utilise très souvent de la chaux grasse, la chaux éteinte et du sable, c'est tout. La plus lumineuse pour nous, c'est la Tradical, parce que vous avez des chaux, même par exemple Saint-Astier, qui sont légèrement grises et la couleur de l'enduit est moins beau. Et comme on n'utilise aucun colorant dedans, il faut absolument une chaux très blanche. Je crois qu'il... Ah, il y a encore une autre question. Pardon. Juste à titre personnel, monsieur, que pensez-vous, quels sont vos espoirs et quelles sont vos inquiétudes en ce qui concerne la formation des jeunes, justement pour vos beaux métiers de restauration ou de monuments historiques ou même dans le BTP? Quels sont vos espoirs pour inciter les jeunes à venir vers vous, à se former, et quels sont eux-mêmes leurs espoirs d'emploi? C'est un peu vaste comme sujet. C'est très très difficile, mais on en trouve quelques-uns. En général, lorsqu'ils rentrent chez nous et qu'ils restent quelques mois, ils restent. Mais encore faut-il qu'ils fassent le premier pas. Où on a des gros problèmes, c'est pour tous les apprentissages, parce que si
l'apprenti n'a pas 18 ans, on ne peut rien lui faire faire. Moi, j'ai eu un apprenti tailleur de pierre il y a quelques années. Il a travaillé chez nous une quinzaine de jours. En général, moi, je ne leur fais pas balayer le dépôt, je les ai fait travailler. Et on a eu un inspecteur du travail qui est arrivé et qui m'a dit, il taille la pierre, il va se taper sur les doigts. J'ai dit, ben oui, ça fait un peu partie du métier. Et ben, je lui ai dit, il apprend à tailler la pierre. S'il touche pas une massette, je fais quoi? Il m'a répondu une chose très simple, il m'a dit, c'est votre problème. Donc le problème, je l'ai résolu, je m'en suis séparé, pas de choix. Donc on prend des gens en général qui commencent à être formés dans les écoles, mais de toute façon on les forme pendant 3, 5, 10 ans. On les forme en entreprise. Voilà. On n'a pas de choix. Mais c'est très dur, hein, c'est difficile. Vraiment. Pardon, madame. Non, mais en revanche, c'est vrai que l'impulsion qui est donnée par le président doit être soulignée parce que, en fait, dans cette approche de diversification, dans cette approche de contact avec les milieux de la conservation, dans les milieux de la formation, dans les milieux, les liens avec le domaine universitaire, le lien avec Sciences Po, sont autant de démarches et dans cette action pédagogique très forte engagée par la sauvegarde, sont autant de moyens d'action, de leviers d'action pour arriver justement à cette prise de conscience progressive. Et je pense que ce serait peut-être, en fait, si je puis me permettre une conclusion, dans cette... D'abord, je voudrais que nous remercions beaucoup M. d'Auvergne parce que, en fait, il nous a en quelque sorte transmis le savoir-faire d'un grand chef cuisinier, c'est-à-dire les recettes, en fait, ce dosage, cette subtilité, ce sens de la couleur, ce sens du matériau, et vraiment, nous vous remercions infiniment. Et par ailleurs, je pense qu'il y a également, dans ce qui a été abordé là, par M. Mouton sur la règle de l'art, l'alerte sur la difficulté de se fournir de vrais matériaux, de matériaux compatibles avec la règle de l'art, dans le domaine de l'ardoise, dans le domaine du sable. La pierre de taille. Il y en a de moins en moins, de plus en plus. Moi, j'achète des matériaux anciens, je récupère des lots et je pose la vieille pierre, mais c'est pareil, c'est en dehors de toute norme, toute... Exactement. Et je pense qu'on touche... Voilà. Et là, c'est tout un domaine, en fait, à laquelle notre réflexion à tous va devoir être, pour laquelle notre réflexion à tous va être sollicitée pour essayer justement d'ouvrir les chemins de la conservation future pour toujours plus d'authenticité et toujours plus de sensibilité pour nos monuments. Si vous voulez, pour la pierre, c'est très simple. Chaque fois que vous aurez une carrière, c'est une difficulté pas possible. Ça coûte au moins 200 000 € minimum. C'est très compliqué. Ils font tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. À titre d'exemple, moi, pour le musée mémorial de Caen, j'ai été obligé de rouvrir une carrière avec l'aide de la ville. On a extrait 2200 mètres cubes de pierre. Ça, c'est très, très bien placé. Dès qu'on a eu fini, tout le monde faisait la tête. Dès que ça a été fini, ils se sont empressés de nous dire stop, on referme, terminé. On n'en parle plus. Non, mais la pierre de Caen est bien l'exemple qu'il ne faut pas perdre espoir, puisqu'à une époque, les carrières de Caen étaient fermées. Vous avez réussi, et je me souviens que j'avais un petit peu appuyé là-dessus, que cette pierre de Caen est intéressante pour la Normandie, mais aussi pour l'Outre-Manche, puisqu'elle a été utilisée pour la Grande-Bretagne. Donc c'est quelque chose qui est très important. Il est vrai que quand une carrière est fermée, c'est un drame, mais on sait qu'un jour, on peut peut-être quelquefois rouvrir. C'est vrai que ça coûte cher, mais si ça peut aider le patrimoine, là, je pense que c'est fondamental. Vous avez plein de petits chantiers, on aurait besoin de sortir, je dirais 2-3 mètres cubes, pas plus. Et ça, si on pouvait faire ça avec un système qui coûte pas cher, on sait extraire la pierre, c'est pas, on sait, mais on peut pas. Si vous voulez sortir 4 ou 5 mètres cubes, vous êtes obligé de lancer tout un processus compliqué. Et ça, c'est ce qui nous embêtera le plus dans les années à venir. Les carrières, sable, pierre, tout. Si vous n'avez pas le bon matériau, c'est...
Il y a encore une question, mais ça sera la dernière. Ah, c'est pas une question, c'est juste un témoignage. Il y a quelques années, j'ai rencontré le responsable de la formation des Compagnons du Devoir. Oui. Et ils ont énormément de mal à recruter des apprentis et surtout à les garder. Ils ne veulent plus vivre dans une maison avec la maîtresse, ils veulent plus... ils jouent sur le téléphone le soir, faire des travaux après avoir travaillé dans la journée. Au bout de 15 jours, 3 semaines, ils s'en vont. Donc ils sont en train de repenser complètement leur formation de compagnons et ils ont beaucoup de difficultés. Chez eux aussi, vous avez le problème de formateurs. Hein. Ouais. Les formateurs, il faut qu'ils soient déjà, ce soit des pointures. Et comme les 3/4 du temps maintenant, ils connaissent à peine le métier, c'est très très compliqué parce que faire apprendre le métier par quelqu'un qui le connaît déjà très mal, c'est très difficile. Donc il y a plein d'endroits où vous n'avez pas le bon formateur. Donc c'est la clé. Non mais gardons espoir. On sait que tous ceux qui ne sont pas bons s'en vont, mais ceux qui restent sont bons. Et donc, voilà, je pense qu'il faut s'appuyer là-dessus. Merci à nos 3 héros de cette deuxième table ronde. Et avant de passer la parole à Françoise Bercé pour la conclusion de cette journée, je voulais dire que cette journée n'aurait pas pu avoir lieu sans la très efficace et patiente action d'Alexia Monteillet à ma gauche, chargée de projet à la sauvegarde, et dont tant de monuments doivent leur survie et leur renaissance. Merci beaucoup, Alexia.